Je me sens très seule, donc j'ai hâte que mes intervenants viennent à mes côtés. Donc il est 15h48. On passe à la séquence suivante. Et là, on va parler de rénover une question d'immobilier, puisque, comme vous le savez, ces nouveaux classements avec les DPE, ça va avoir des impacts qui ont déjà commencé à montrer leurs effets sur l'interdiction de louer certains logements. Et pour en parler, je vais demander à Loïc Quentin, président de ce toute petite boutique qui s'appelle La Fnaim. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Olivier Safar, président de l'UNIS. Bienvenue à tous les deux. Je crois que je dois me mettre là, moi. C'est par rapport à la régie, à des questions techniques. Alors, merci à tous d'être avec nous ici sur ces Rénotalks. Alors, au cœur de l'actualité et pour de multiples raisons, le sujet de l'immobilier. Ces rénovations globales, elles ont tout de suite un impact sur le marché de l'immobilier et on va essayer de démêler les turbulences auxquelles le marché est soumis. Alors, depuis l'entrée en vigueur de cette loi climat et résilience, en tant que représentant de la Fnaim, qu'est-ce que vous faites comme bilan des répercussions? On sait que vous n'êtes pas très content. Et il y a de quoi, je pense. Non, on est ravis, on est content. Bonjour à toutes et à tous. Non, mais la loi climat résilience est un très bon dispositif. De toute façon, les professionnels de la FNIM, que ce soit les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, les agents immobiliers et les 10 autres métiers qui composent notre fédération, sont engagés pour la rénovation énergétique, y compris la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNIM qui est présent ici. Non, on est engagé pour la rénovation énergétique. Simplement, ce que nous sommes critiques, c'est sur le fait qu'une loi, d'habitude, elle fait l'objet d'une étude d'impact approfondie et qu'à ce titre, elle n'a pas fait d'étude d'impact, je dirais, à la hauteur des enjeux. Pourquoi ? Je dirais, quand on veut embarquer des propriétaires pour une rénovation énergétique, eh bien, on leur donne des signaux, je dirais, de l'incitation, et on fait de la pédagogie, et on ne crée pas de l'interdiction d'abord. Premier signal, ce qu'on retient de la loi climat résilience, c'est l'interdiction de louer pour tous les logements qui sont frappés d'indécence, les G au 1er janvier 2025 et les F au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2034 pour les E. Alors c'est un mauvais signal qui est envoyé. Vous trouvez ça brutal, un peu coercitif? Mais très brutal parce que, si vous voulez, aujourd'hui, 2025, c'est demain, c'est dans 16 mois. Un propriétaire aujourd'hui qui reçoit un congé de la part d'un locataire, il demande un diagnostic, il est propriétaire à Paris, parce qu'à Paris, c'est là qu'il y a le plus de FG. Il a son logement et il va voir son administrateur de biens. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous vous rendez compte, j'ai 80 ans. D'ailleurs, 17% des propriétaires de FG ont plus de 80 ans. Faut-il emprunter à nouveau pour faire des travaux? Et donc, il décide, bien, j'ai vu mes enfants, je décide de vendre. Et en réalité, dans nos cabinets, un propriétaire sur 3 qui reçoit un congé, face à cette échéance du 1er janvier 2025, qui est un propriétaire d'un appartement G, décide de ne pas relouer tout simplement. Donc, je dirais, on a inscrit dans le temps... C'est trop rapide, ça va trop vite. Une évasion régulière d'appartements qui s'échappent du parc locatif au moment où le propriétaire et l'investisseur et le bailleur en France a besoin de signaux de confiance et notamment d'incitation plutôt que, je dirais, une défiance vis-à-vis des politiques qui sont menées. Alors oui, nous, on est pour la rénovation énergétique. Mais pas comme ça. Mais pas dans, je dirais, ce timing de calendrier. Et puis, il n'y a pas que ce calendrier de la location, il y a le calendrier de réalisation des travaux. On en parlera, c'est autre chose. Alors, Olivier Safar, pour bien comprendre la distinction, donc la FNIM, c'est les 13 métiers de l'immobilier, dont agent immobilier. L'UNIS, pour présenter d'autres métiers, d'autres fonctions? Non, on présente 5 métiers en réalité. Ouais. Un métier de gestion locative, où on gère pour le compte de nos propriétaires leurs locataires, un métier de syndic de copropriété, un métier d'agent immobilier bien évidemment, un métier de promoteur rénovateur, où on rénove justement certains immeubles pour justement les mettre en conformité, et un métier d'expertise, où on intervient en expertise immobilière. Donc ce sont les 5 métiers de l'UNIS. Sur cette partie-là, on fait pour la partie les mêmes métiers que certains de nos confrères à la FNAIM, et on a le même constat sur le problème, effectivement, de la temporalité de la loi climat et résilience. Donc, ce n'est pas le sujet de faire de la rénovation, c'est le timing et le rétroplanning proposé qui vous paraît pas réaliste. Alors, ce n'est pas qu'il n'est pas réaliste, c'est que si on avait tous les financements en même temps, toutes les entreprises qui étaient capables de faire ces travaux en même temps, on pourrait peut-être le faire. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, il faut qu'elles soient RGE, donc il faut que nos entreprises qui sont à la FFB ou à la CAPEB aient les qualifications. Certains ne les ont pas, donc ils ne peuvent pas faire ce type de travaux. Et deuxièmement, il faut que les propriétaires aient les financements. La plupart du temps, pour des petits appartements, c'est entre 25 000 et 35 000 euros
par petit appartement. Quand vous avez un appartement plus grand, vous allez vous retrouver à 40 ou 45 000 euros. Et aujourd'hui, pour ces propriétaires, ils ont besoin de trouver le financement parce que ce n'est pas la même chose que de mettre 2 000 euros. Donc il faut prendre des crédits sur 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui, on n'a pas de banquier pour faire ça, ou tout au moins on n'en a qu'un seul, la Caisse d'épargne Île-de-France. Alors je me mets à la place de ce propriétaire qui fait son DPE, qui a un diagnostic F ou G. J'ai pas 50 000 euros ou 30 000 euros pour faire les travaux de rénovation. Je comptais sur cet investissement locatif dans mon budget. Je ne peux plus le faire. Est-ce que je le revends à bas prix et je le brade? Est-ce que j'essaie de trouver une solution de financement par mes Alors non, c'est pas parce qu'il est G, s'il est vendu, qu'il va être décoté forcément. D'abord, s'il y a une décote, il faut quand même rappeler que aujourd'hui, c'est uniquement l'investissement locatif qui justifie une indécence. Vous pouvez acheter un appartement G. D'ailleurs, il y a des très beaux appartements parisiens qui sont classés G et qui sont vendus. Et notamment parce que c'est pour votre résidence principale. Oui. Donc vous achetez pour votre résidence principale, il n'y a pas d'indécence si vous y logez personnellement. Il n'y a que le bailleur qui est frappé d'indécence lorsqu'il loue. Vous faites du Airbnb, les locations touristiques sont totalement exonérées, notamment, ils ne sont pas frappés d'indécence. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr, c'était une promesse du ministre précédent, Olivier Klein, de dire on va mettre fin à ce système et on attend toujours qu'il y ait une disposition. Donc ça veut dire que si j'ai un appartement F ou G, j'aurai quand même le droit de le louer en location courte? D'accord. Oui, vous avez le droit et vous n'êtes pas soumis au DPE. C'est une exonération. Donc, alors autrement, Olivier parlait tout à l'heure des entreprises qualifiées RGE. J'ai regardé les derniers chiffres de l'ADEME, qui est peut-être présente ici. Elle recense régulièrement les entreprises qualifiées RGE. Ce nombre est passé à 60, 58, 56. Et pourquoi ça coince? Parce qu'il y a effectivement des contrôles, une exigence de qualité, et notamment réservée aussi à des entreprises d'une certaine taille. C'est fastidieux un petit peu. Non, et ils ont compliqué l'obtention du régime RGE. Il y a eu une modification il y a 2 ans. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose que quand vous le faisiez les premières années où vous déposiez des dossiers. C'était plus simple. Aujourd'hui, il va falloir prouver que vous en avez déjà fait, montrer les qualifications selon les métiers. Et donc vos activités, si vous faites plombier, c'est une chose, couverture, autre chose, fenêtre, menuiserie, etc. Donc c'est un peu plus complexe qu'avant. Plus compliqué. Alors, je me souviens d'une déclaration de Bruno Le Maire il y a juste 1 an, c'était au mois de novembre, je crois, où il disait qu'il fallait multiplier les entreprises RGE par 4. Elles étaient à l'époque 65 000, on est loin du décompte. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a 700 000 entreprises dans le bâtiment, on n'a que 56 000 qui ont cette qualification, et c'est cette qualification qui est déterminante pour obtenir ma prime rénov'. Donc déjà, là aussi, on a un grain de sable dans la mécanique et dans le système qui écarte et ne rend pas éligible certains propriétaires de l'obtention de cette prime rénov'. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus d'entreprises avec ce RGE? C'est d'ouvrir dans tous les... Alors pourquoi... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se... ouvrir à toutes les entreprises dans la mesure où elles ont une qualification, je pense et simplifier le régime pour obtenir la qualification. Qu'il faille des formations pour les personnes qui sont qualifiées RGE, c'est logique. Mais qu'on leur demande à chaque fois des choses complémentaires et des choses nouvelles tout le temps, au bout d'un moment, ils n'ont plus envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps en formation plutôt qu'en travaillant. Donc à un moment, oui, il faut une formation, mais il ne faut pas non plus qu'ils se retrouvent en formation tous les ans pendant 2 semaines. Il ne faut pas que ça leur prenne trop de temps, que ça soit trop fastidieux à mettre en place. Il ne faut pas qu'il y ait trop de documents à fournir. C'est ça. C'est ça aussi. Je ne veux pas être méchant avec les entreprises qualifiées RGE, mais en économie, quand on est rare, on se vend plus cher. Et généralement, quand on appelle une entreprise RGE, eh bien effectivement, les tarifs sont plus chers. Vous faites déduisez ma prime rénov', vous passez avec une autre, vous avez le même résultat. C'est le même tarif. D'accord, voilà, très bien. Un peu critique et cassant, mais non, mais bon, pas cassant, on est là pour se parler. On a dit que c'était un forum et qu'on avait le droit d'avoir des avis divergents, donc là c'est bien, on est content. Je pensais au sujet des copropriétés, notamment, où sur ce sujet-là en particulier, tenir le calendrier réglementaire, ça a l'air de relever de l'impossible. Le sujet des copros, alors moi je ne suis pas une professionnelle de l'immobilier, entre le vote, le lancement des travaux, les délais, entre les copropriétés de tailles différentes, les copropriétés qui sont en bon état, en mauvais état, certaines qui datent d'avant les années 70, d'autres après les années 70. Bon, concrètement, c'est quoi les nouveaux défis posés par cette nouvelle réglementation sur les copros? Le problème, c'est que le timing et le calendrier étaient montés à l'envers. Normalement, quand on arrive sur des problèmes de rénovation énergétique, on doit d'abord commencer par faire un diagnostic de l'immeuble. Ensuite, vous faites votre plan pluriannuel de travaux.
Or, dans le texte climat et résilience, c'est d'abord, on commence par faire les choses en fonction de la taille d'immeuble, et c'était tout de suite depuis l'an dernier, plus de 200 logements, entre 200 et 50 logements et moins de 50 logements. Et ensuite, vous avez votre DPE à faire, mais l'année d'après. Donc moi, j'ai dit les choses. Habituellement, quand on veut faire les choses dans le bon ordre, je commence par faire mon DPE avant, je fais ensuite, en fonction du DPE, mon diagnostic, et je vais arriver à mon plan pluriannuel de travaux que je dois faire voter. La seule chose, c'est qu'en copropriété, il faut le rappeler, il y a une assemblée par an. Donc si vous imaginez qu'on va tout faire en 3 mois, ça ne marche pas. Donc on fait le DPE, il faut le faire voter, on a le résultat, on le présente l'année suivante. De l'année suivante, on fait voter pour réaliser effectivement le plan pluriannuel de travaux, on vient le présenter l'année d'après. J'en suis à 3. Et vous le votez effectivement, mais avec une mise en œuvre à partir de l'année 4 ou de l'année 5. Alors vous qui représentez aussi les copropriétés, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des réunions de copro plus fréquentes vu l'urgence? Nous, on n'est pas opposés. La seule chose, c'est que les copropriétaires, un, ça leur coûte de l'argent. Et deux, certains viennent pour écouter et pour nous entendre avec l'architecte, l'AMO et les différentes entreprises. Mais souvent, ils sont moins intéressés parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup d'argent à dépenser. C'est un plan qui va coûter cher pour leur donner un confort d'hiver clair, peut-être un confort d'été, mais surtout, ils ne voient pas l'intérêt de le faire tout de suite. Je rappelle qu'un copropriétaire, dans l'immeuble, il reste en moyenne entre 7 et 8 ans. Donc si vous êtes sur un plan qui va prendre globalement déjà 3-4 ans pour le mettre en œuvre et ensuite 10 ans de plus, c'est 15 ans, il va se dire pourquoi est-ce que c'est moi qui le fais, pourquoi est-ce que ça me coûte de l'argent, dans 5 ans je serai déjà parti. C'est que le timing n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Loïc Quentin, sur les copropriétés, est-ce que ce n'est pas le casse-tête, l'équation vraiment difficile à résoudre? De toute façon, ce qu'a dit Olivier, c'est vrai que la temporalité, je dirais, de cette loi ne correspond pas à celle de la vie dans nos copropriétés et dans nos copropriétés. Donc, mission impossible, calendrier intenable et qu'on ne pourra pas soutenir. Dans tous les cas, on ne sera pas au rendez-vous. Je vous donne un exemple très simple. Si vous prenez les F et G, en France, c'est 5 500 000 logements. Multiplié par 35 000 € de rénovation moyenne par logement, on arrive à 200 milliards de travaux. 200 milliards de travaux réalisés sur les 4 ans, c'est 50 milliards par an. Et la dotation budgétaire de l'État, c'est 4 milliards par an. Le manque à gagner, 46 milliards par an pour les copropriétaires en reste à charge, qu'il faut financer. Mais je vais aller plus loin. Donc, le budget global de l'activité du bâtiment, transformation, extension, rénovation, c'est 53 milliards d'euros par an. C'est-à-dire strictement le montant de la rénovation énergétique. Donc, mission impossible. On aurait beau vouloir le faire, on ne trouvera pas les entreprises. Donc, c'est un leurre. Je dirais que moi, j'alerte sans arrêt les députés, j'alerte le ministre, j'alerte tout le monde depuis de nombreux mois. Et je pense qu'il y a une incompréhension, ou du moins ils ne veulent pas entendre la réalité des choses. Alors, je vais écrire. Mais vous ne sentez pas entendu jamais? Ou est-ce que parfois non, alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on leur dit qu'on est d'accord sur le principe de la rénovation énergétique, mais pas sur le calendrier. Ça, oui. Donc ils écoutent la première partie, la deuxième partie, ils ne l'entendent pas. Ou ils ne veulent pas l'entendre. Et ils disent, mais c'est pas grave, vous aurez 1 an de retard. Je dis, mais non, c'est pas 1 an de retard qu'on va avoir. C'est 5 à 10 ans de retard minimum. Et je dis minimum. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est du temps long. Les copropriétaires, les gens qui achètent leurs appartements, ils ne font jamais un crédit de 3 ans ou 5 ans. C'est 10, 12, 15, 20 ans. Donc c'est dans ce même temps long qu'il faut analyser le bâti, l'immeuble et prévoir cette rénovation énergétique. Si on ne considère pas ça comme un temps long, on va dans le mur direct. Alors moi j'ai une question pour vous deux qui est un vrai sujet, c'est le fameux DPE, donc ce diagnostic de performance énergétique qui met des notes, enfin qui met des lettres plutôt, entre A et G avec les couleurs, là, un peu comme on avait sur les frigos et les appareils électroménagers. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mieux former les diagnostiqueurs, parce que ça a l'air d'être un vrai enjeu? Est-ce qu'il n'y a pas des fois un peu des incohérences entre les DPE et comment est-ce qu'on peut expliquer autant de différences dans les diagnostics? Alors, la profession de diagnostiqueur immobilier, c'est une profession qui est récente. La CDI FNIM, la Chambre de diagnostiqueurs FNIM, a demandé donc une réglementation, une carte professionnelle et une formation professionnelle, l'ouverture de BTS et cycle de formation. On va effectivement vers une évolution. Mais c'est une profession néanmoins qui est jeune. Un diagnostiqueur, il a un outil qui est le même pour tous. C'est un algorithme finalement qui lui permet de déterminer le classement énergétique du logement. Simplement, il a des champs à remplir. Et quand on n'a pas une information, on met une valeur
par défaut, un peu au pifomètre. qui est la Non, plus la plus mauvaise. La plus mauvaise. Ouais. Pas Ah. au pifomètre. Ah, la plus mauvaise, à part des On a une Automatiquement, aggravation. Alors Ouais. aujourd'hui, on a un système d'évaluation au fur et à mesure. L'ADEME classe régulièrement, tous les DPE sont enregistrés au sein de l'ADEME et on arrive à avoir un peu une amélioration de la note des DPE. Donc ça s'affine on petit était à petit quand même. On était parti à 20% de DPE Ouais. F et G, on descend à 15-16 aujourd'hui. Vous voyez, on a perdu le quart, notamment avec le même algorithme depuis 1 an et demi. Alors qu'il y a une méthode commune à tous. La méthode est commune à tous, Ouais. mais le problème, c'est que plus votre appartement est petit, plus il va subir une mauvaise note. C'est-à-dire Pourquoi? Parce que quand dans votre méthode qui s'appelle 3CL, automatiquement, vous mettez la superficie de l'appartement. Et dans un appartement avec une superficie de 15, 18 ou 20 mètres carrés, si vous avez le même appartement qui fait 30 mètres carrés, vous aurez une note d'écart automatiquement, rien que par la taille, en ayant les mêmes caractéristiques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le diagnostiqueur. Il y en a certains qui sont charmants, d'autres un peu moins. C'est-à-dire qu'il y en a certains, je vais être très direct, on leur donne des informations, ils ne les mettent pas dans le système. Il faut rentrer le plus d'informations possible. Et si on ne l'a pas, il faut aller les chercher. Du style, quel est le type de radiateur, quel est le type de fenêtre, qu'est-ce que j'ai comme épaisseur de mur, comment c'est réglé, comment est la ventilation, comment se ferme la porte, Excusez-moi, Olivier etc. Safar, je me mets à la place. Je suis propriétaire d'un 20 mètres carrés. Je fais venir un diagnostiqueur. Oui. Mon intérêt, c'est de lui donner quand même le maximum d'informations. Oui, pour mais être le propriétaire plutôt ne bien le sait noté. pas. Le propriétaire ne le sait pas et certains diagnostiqueurs, il me dit donnez-moi toutes les infos. Mais il ne vous dit pas la liste des infos qu'il faut. Et la plupart du temps, on se rend compte que quand il nous donne la liste, parce qu'il doit remplir tous les critères, ben, il y a certaines informations que l'on n'a pas. Exemple, j'ai un chauffage collectif de l'immeuble, on va vous demander quel type de chauffage c'est. Donc là, il faut appeler le syndic va vous dire si c'est un chauffage collectif gaz, si c'est gaz à condensation, si c'est du fuel, si c'est de la géothermie, si c'est une biénergie. Il va vous demander ensuite la date d'installation de la chaudière et le type de modèle, sa puissance, savoir si ensuite vous avez des parties de pompe, combien vous avez de pompes et à quelle puissance, et si votre eau chaude sanitaire, Mais il y a un qui peut retour ou pas. répondre de manière aussi précise que ça à ces questions? Eh bien, tous. Et il faut aller chercher l'info. C'est des éléments qu'il faut recueillir. Voilà. Donc Il faut en fait, récupérer. une des raisons de disparité sur ces diagnostics, sur ces DPE, c'est pas que les calculs ou les critères sont pas bons, c'est il peut y avoir de l'erreur humaine, tout simplement, et il peut aussi y avoir beaucoup de manque d'informations et de trous Oui. dans la raquette pour renseigner correctement les Oui. champs qui permettent de mouliner. Et moins vous dans mettez l'algorithme. d'informations, plus vous avez une mauvaise note. Alors, est-ce qu'on Automatiquement, peut pas l'absence corriger? d'informations, c'est négatif. Ça vous met 0 en critère, automatiquement. Et est-ce que moi, par exemple, si je suis diagnostiqué F une première fois quand je fais le diagnostic de mon appartement, est-ce que je peux en appeler un autre pour peut-être un tout petit peu remonter? Bah, si En vous lui donnant donnez plus des d'infos. informations complémentaires, oui. Si vous lui demandez de pomper les choses ou de modifier. Non, pas tromper non. des choses, mais d'essayer de donner plus d'informations. tronqué, C'est les mêmes hein, j'ai éléments, dit ça sera la tronqué. même réponse. Ouais. J'ai dit tronquer les choses. Mm. Mais la réponse est non. Si vous lui donnez plus d'informations parce qu'il en manquait au premier, oui, il pourra peut-être vous dire effectivement votre note n'est pas la même. J'ai récupéré des informations, 1 sur l'épaisseur du mur, 2 sur le type de fenêtre, 3 sur le type de chauffage. Votre chauffage, c'est pas un radiateur électrique tout simple, c'est un radiant, c'est pas le même. La puissance que vous m'avez donnée, c'était pas celle-là, c'est une autre puissance et bien évidemment, c'est mieux. Et tout ceci, ce sont des informations que vous allez devoir communiquer. Et plus vous serez précis sur ces informations, plus vous avez de la chance d'avoir un DPE à peu près meilleur que si vous ne donnez rien. Qu'est-ce que vous pensez chacun des compteurs, comment ça s'appelle, Linky et Gaspard, pour mesurer? Alors, je vais Vous pensez répondre. que c'est bien, que c'est pas bien? Les premiers Linky, ils brûlaient. Hein. Je ne vais rien dire d'autre chose. Mes parents avaient accepté de mettre un Linky chez eux il y a 7 ou 8 ans. Il a brûlé direct un samedi matin. Donc ça vous donne à peu près une idée pour l'intervention et pour les choses. En revanche, ça a été réglé parce qu'ils étaient mal faits au jeu à l'époque. Aujourd'hui, les Linky marchent très bien. Donc il faut le dire, si on a eu ces difficultés au début, c'est terminé. Donc vous avez aujourd'hui une bonne information. Si vous avez effectivement un Linky et que d'un seul coup votre consommation s'envole, vous allez recevoir un SMS ou un mail en disant attention, il y a un problème chez vous. Bonne nouvelle. Même chose sur le Gaspard. Et notamment en Gaspard plus important parce que c'est le gaz. Si vous avez une consommation extraordinaire de gaz, c'est peut-être une fuite. Donc c'est plus dangereux. Et ça, c'est plutôt pas mal au niveau information. Donc ça, c'est pas mal pour avoir de l'info un peu pour précise. avoir de l'info et être plus précis et payer sa consommation réellement. En revanche, ce sont les informations des compteurs non pas de gaz, mais d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage qui sont importants. C'est-à-dire l'obligation qui existe déjà depuis quelques années d'avoir dans les différents immeubles ces compteurs
pour pouvoir dire, ben voilà, un tel a consommé tant de mètres cubes d'eau froide, tant de mètres cubes d'eau chaude, tant de calories en chauffage, Donc et on ces va outils répartir les numériques, choses. pourquoi pas? Ça peut être une aide Ça aide, non pas l'année où vous le mettez en place, mais 2 ans après. dans la durée. Oui, pourquoi? Parce que quand vous le mettez en place la première année, les gens ne regardent pas. Quand la deuxième année, ils reçoivent une facture en disant « Oups, c'est cher, qu'est-ce qui s'est passé ?» Là, on fait attention. Et là, ils font attention l'année d'après. Donc vous avez toujours ce décalage, quoi qu'il arrive. Alors, toujours sur le DPE, Loïc Quentin à la FNAIM, vous avez fait une enquête, un baromètre trimestriel des DPE qui nous donne une cartographie complète des DPE en France. Alors, est-ce qu'il y a des régions, des secteurs géographiques du territoire? Alors, on sait que l'Île-de-France, par exemple, il y a beaucoup de F et de G. Oui. Ça, on le sait. Alors, c'est vrai qu'on tient un baromètre de façon régulière. Je l'ai amené avec moi, c'est le dernier qui date du mois de septembre. On peut J'ai aller sur essayé de lire en douce, mais c'était trop petit. le Donc, site de la FNR, mais vous l'avez, vous pouvez le Non, télécharger. vous avez les couleurs, il est Vous en pouvez le ligne. télécharger. Alors, vous parliez effectivement de l'Île-de-France. Eh bien, effectivement, le top 3 des villes avec le plus de DPE F et G, Neuilly-sur-Seine, Créteil et Levallois-Perret. Voilà, c'est effectivement ce que l'on constate. Alors, que vous dire? Je reprends un petit peu les notes parce que ça change tout le temps. Concernant l'ensemble, sur l'ensemble du territoire français, les F et G aujourd'hui représentent 15%. On est 15%. parti à 20, on est à 15% sur l'ensemble du territoire français. On constate également que finalement, les maisons représentent les F et G, représentent près de 20% des F et G, contrairement aux appartements qui représentent à eux environ 13%. Les petites tailles, bien évidemment, les appartements de petite taille sont plus désavantagés que d'autres, puisqu'on a 28%, tout simplement parce que l'impact de l'élément d'équipement rapporté à la surface amène une consommation beaucoup plus importante au niveau du DPE. Et aussi, sans surprise, les DPE sont plus mauvais lorsque la construction est plus ancienne. On retrouve quasiment 30% des DPE F et G pour les constructions avant 1948. Et de 48 à 74, ça représente environ 16%. Lorsque le prix de l'immobilier est le plus cher, on constate aussi qu'il y a le plus de F et G. Pourquoi? Vous prenez les grands appartements haussmanniens à Paris, viennent effectivement déformer la note, et particulièrement dans les grandes villes. Selon l'énergie principale, on a 51% de F et G pour tous les logements chauffés au fioul. Donc bien évidemment, ça c'est l'énergie fossile rentre pour beaucoup dans une mauvaise classification. Et enfin, selon l'altitude, si vous êtes supérieur à 800 mètres, vous avez 32,5% des appartements qui sont F et G. C'est-à-dire que plus vous êtes exposé au froid, et moins le DPE est bon. Et pour finir, la note positive, le top 3 des villes avec le plus de DPE A et B, c'est Ajaccio. Voilà. Ok, d'accord. Mais là, il ne calcule que le froid, il ne calcule pas le chaud. Merci pour ce top 50. Habiter au sud. Donc, merci pour cette synthèse sur la cartographie du DPE. Mais comprenez bien, d'hiver, pour les zones de montagne, les zones de montagne, c'est quand même un gros problème. Pour les stations touristiques, quand on va interdire des F et G à la location. Ah oui, les locations des appartements à la montagne. Voilà pourquoi nous, on demande que l'État mette en place une dérogation possible pour tous les maires de stations touristiques, parce que sinon, on ne trouvera plus d'appartements à louer, alors qu'il s'agit de lits froids. Il y aura des stations entières qui peut-être n'auront pas de quoi loger leurs touristes. Tout à fait. Une question pour vous deux. Alors, il faut bien accompagner ces gens, ces propriétaires. Certains vous diront, on a simplifié les démarches d'accès à ma prime rénov et aux aides locales. Je vous vois un petit peu doudiner de la tête. Simplifier pas le terme. On a donné plus d'argent pour les aides, aucun doute. Je rappelle que ma prime rénov, on a démarré à 800 millions d'euros. On est passé à 2,5 milliards et là, on est à 4,5 milliards. Mais 4,5 milliards sur 50 milliards à faire chaque année, on est très loin. Mais donc, oui, ça, c'est sur le montant des aides publiques. Moi, je vous parle de l'accompagnement des particuliers maintenant. Vous, votre rôle en tant que professionnel de l'immobilier, le particulier que je suis, que vous êtes aussi, déjà les professionnels ont du mal à s'y retrouver, c'est pas si facile. Il y a des normes réglementaires, climatiques, techniques, il y a un agenda, il y a des contraintes financières. C'est quoi votre rôle à vous, les pros de l'immobilier, pour accompagner ces gens et les aiguiller un peu là-dedans? Le rôle du syndicat, le rôle du syndic de copropriété est fondamental. De toute façon, sans les syndics de copropriété, il n'y a pas de rénovation énergétique. Ils doivent faire de la pédagogie. Comprenez que c'est compliqué, c'est complexe. Et pour les propriétaires, effectivement, il faut leur envoyer ce message et emporter la décision. Mais pour tous les professionnels de l'immobilier, demain, un agent immobilier, et demain, vous ne vendrez pas votre logement sans comprendre et sans avoir un impact sur la valorisation de votre bien. Demain, c'est la valeur verte qui va décider. C'est peut-être ça que vous leur expliquez. Bien évidemment, parce que, comprenez, hier,
vous vendiez une maison avant le 1er avril 2023. Il n'y avait pas d'obligation de DPE annexée à l'acte, d'audit énergétique annexé à l'acte authentique. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Cet audit énergétique, vous donnez les travaux qui sont nécessaires pour réaliser. Si vous aviez 50 000 € de travaux sur une maison estimée 300 000, quand vous avez connaissance de ces DPE, l'acheteur va vous dire, mais dois-je enlever ces 50 000 de ce prix de 300 000 ou les ajouter à ma charge? L'ensemble fait 100 000 sur un prix de 300 000, c'est 33%. À la FNIM, on a fait une proposition à l'État d'un contrat de vente en état futur de rénovation énergétique pour qu'un acquéreur puisse avoir une parfaite connaissance au moment où il s'engage des travaux de rénovation énergétique qui peuvent être soit faits par le propriétaire en place ou soit laissés à sa charge de façon à avoir un fléchage d'une valeur verte et notamment incontestable et une bonne information du consommateur. C'est déterminant parce qu'aujourd'hui, quand hier on avait le critère principal lors d'une acquisition qui était l'espace Covid, il fallait un petit jardin, une terrasse, etc. Aujourd'hui, le premier critère, c'est le DPE et le coût de la rénovation. Voilà. Donc en fait, en fonction de l'actualité sanitaire, sociale, réglementaire et environnementale, le projecteur n'est pas projeté sur le même endroit dans l'immobilier. Un coup, ça va être le balcon, l'espace vert pour des raisons sanitaires. Et là maintenant, en fait, c'est ce fameux DPE. C'est le DPE. C'est le DPE. Et nous, on a des exemples aujourd'hui d'immeubles dans lesquels on a fait cette rénovation énergétique sur une tour dans le 19e arrondissement. J'ai 3 tours sur la place des Fêtes. Il y en a une, elle a été entièrement rénovée, refaite, doublage complet, changement des fenêtres, pose de volets roulants. Et ben, je retrouve aujourd'hui un différentiel de prix au mètre carré de 600 à 700 € le mètre carré entre les appartements qui sont dans la tour qui a été rénovée et ceux qui sont dans les 2 tours qui n'ont pas été rénovés. Est-ce que c'est pas ça votre accompagnement auprès justement des particuliers? C'est un accompagnement de leur expliquer qu'effectivement, effectivement, pour leur immeuble, c'est beaucoup mieux. Pour leur consommation annuelle en chauffage, ils ont gagné pratiquement 37% de consommation. Je parle en kilowatts, hein. Je ne parle pas en euros. Parce qu'entre-temps, en euros, le prix du gaz s'est envolé. Mais les choses sont très claires. Ces 37% d'économie, c'est toujours extraordinaire quand on l'explique. Mais surtout, en changeant les fenêtres et en posant des volets roulants, on a amélioré tant le confort d'hiver que le confort d'été. Et ça, c'est le point important sur lequel on va devoir agir. Aujourd'hui, les copropriétaires nous disent on a eu 30, 35, 40 degrés cet été. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'on n'ait pas trop chaud dans nos appartements sans avoir à mettre obligatoirement une clim. Et là, on vient avec notre système de fenêtres, de double vitrage, de volets roulants, de ventilation qu'on va modifier en mettant simplement un double fût. On n'est pas obligé de mettre des clims, on peut améliorer les choses et on a réussi effectivement à avoir une baisse pratiquement de 5 à 6 degrés dans les appartements grâce à tous ces systèmes-là. Est-ce que vous arrivez à trouver votre place entre les accompagnateurs MaPrimeRénov'? Comment vous vous situez par rapport à ça pour accompagner on est avec eux. les parties? Est-ce que l'agent immobilier ou le responsable de syndic de copro, est-ce qu'il ne pourrait pas être un accompagnateur aussi? Alors, il pourrait l'être, mais aujourd'hui, on n'est pas considéré comme l'accompagnateur Rénov'. L'accompagnateur Rénov', c'est quelqu'un qui est extérieur et qui vient effectivement pour dire, ben voilà, votre syndic vous dit qu'il faut aller dans ce sens-là, il a raison. Il faut venir pour améliorer les choses et surtout, il vient pour rassurer les copropriétaires. Ce n'est pas une personne qui va leur dire, vous êtes obligé de faire les travaux. C'est vous vous engagez dans un process de travaux, on vous accompagne, pour la mise en place des aides, pour vous expliquer ce que c'est, pour faire aussi de la pédagogie. Parce que je ne vous cache pas que nous, quand on fait la pédagogie, l'information, les explications, ben dans certains cas, on nous dit mais non, vous êtes le syndic, vous touchez un pourcentage sur les honoraires travaux, donc vous foncez sur les travaux en leur disant faut les faire. Non. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la défiance et qu'il faut remettre un peu de la confiance dans tout ça pour que les gens puissent se sentir un peu rassurés. Il y a un côté comme ça. Nous, on est là pour les aider, pour améliorer leur bâti, pour améliorer leur confort, tant l'hiver que d'été. On n'est pas là pour faire que des travaux, mais on est dans le cadre de la rénovation énergétique. C'est lancé aujourd'hui. Il y a des aides, des primes, des subventions. Il faut aller les chercher. Alors c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que la simplification administrative nous ferait grand plaisir. On a un deuxième problème, c'est le problème du financement du reste à charge, avec que 2 banques aujourd'hui qui financent le reste à charge. Alors justement, on a eu tout à l'heure la Banque Postale, les Crédits Mutuels qui commencent à proposer des produits bancaire à taux zéro pour la rénovation. Je crois que vous aviez proposé peut-être, j'ai trouvé ça pas mal, je ne sais pas si on vous a entendu, la création d'une banque de la rénovation énergétique avec un projet très ambitieux. Alors, quand vous proposez ça, est-ce qu'on vous rit au nez, on vous écoute? Alors, pourquoi pas? Je vais répondre très clairement. Olivier Klein, qui était l'ancien ministre du Logement, nous a parfaitement entendu là-dessus.
Au départ, on l'avait proposé, on l'avait été présenté à des banques, on l'avait été présenté à la Caisse des dépôts, on en avait parlé à Bercy, et ils nous avaient répondu, j'ai eu le droit à une réunion en visio 10 minutes, ça vous donne à peu près une idée. Olivier Klein a rédigé une lettre de mission spécialement là-dessus, et on a déjà fait 4 réunions, alors avec la Fédération bancaire française, avec la Caisse des dépôts, avec Bercy, mais Bercy est un peu plus, on va dire, difficile, mais pour avancer sur cette rénovation énergétique, sur cette banque de la rénovation énergétique. La banque n'est pas là pour prêter aux copropriétaires. Elle est là pour mettre en œuvre une politique de prêt dans toutes les autres banques qui vont pouvoir le faire, mais être là pour garantir la totalité de ces prêts qui auront été mis en œuvre sur du long terme. Pourquoi? Parce que la rénovation énergétique, ce n'est pas un crédit court terme. C'est un crédit, la plupart du temps, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, on leur demande même d'aller jusqu'à 20 ans pour certains copropriétaires qui ont du mal parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes revenus. Et cette banque de la rénovation énergétique, elle est là pour lancer les choses, pour permettre la garantie derrière de tous ces prêts. Donc ça serait une proposition, et c'est une proposition qui peut être étudiée. Loïc Quentin, sur le financement, est-ce que, donc vous savez que tout le monde n'est pas solvable, est-ce que les prêts collectifs, ça pourrait être une piste? Si vous voulez, bon, déjà au niveau du financement, ça va beaucoup mieux parce qu'on est sorti d'une période où aucun prêt aux copropriétés n'était consenti et enfin on a pu renouer avec les pratiques qui étaient antérieures. Il y avait une réglementation, il y avait un arrêté qui interdisait aux banques, notamment dès que le prêt souscrit par la copropriété dépassait 75 000, il devait se référer au taux d'usure qui était le taux d'usure lié au prêt immobilier. On a réussi, depuis le 5 juin, le HCSF a enfin dit que les prêts consentis aux copropriétés faisaient référence au taux d'usure lié à la consommation, ce qui change tout. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements de crédit, de courtiers en crédit qui débloquent du financement, mais à forte vitesse. L'ensemble des grandes banques françaises a rejoint le financement des copropriétés. Donc la question... va un peu mieux. De ce côté-là, ça fait un appel d'air financier. On retrouve le système qu'on avait autrefois et qui a été bloqué par uniquement un arrêté de 2020. Moi, j'ai saisi le gouverneur de la Banque de France et qui m'a accompagné auprès de Bruno Le Maire et ça a été validé par les CHF au mois de juin. Donc aujourd'hui, la question du financement n'est pas un souci. On peut très bien avoir un prêt collectif qui est porté par tous les copropriétaires. Bon, voilà, c'est une charge de copropriété nouvelle qui s'ajoute au budget, ou alors laisser le choix à chacun de souscrire un emprunt ou de financer ses fonds propres. Et ça, c'est une décision de l'Assemblée générale. Donc, 2 types de financement. J'entends quand même tous les deux que ce n'est pas encore idéal et pas suffisant, mais que vous avez fait quand même avancer petit à petit certains points, même si tout n'est pas parfait. Et il ne faut pas lâcher les choses pour faire avancer. On ne lâche rien. On ne lâche pas et surtout on explique. Et le problème, c'est de faire comprendre. On va prendre quelques questions de la salle sur ces questions de l'immobilier. Sur la valeur verte, sur la valeur d'un bien qui est classé F ou G, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à nous faire? On est à l'écoute. Monsieur François Pellegrin, de l'UNSFA, architecte. Merci. C'est une remarque en fait. La valeur verte, je la constate. Quand on arrive à rehausser un bien en étiquette B, en Ile-de-France et pas qu'à Paris, c'est une valorisation d'au moins 1 000 € du mètre carré. Donc ça mérite d'être regardé. La deuxième chose, c'est que je vois que le nouveau calcul du DPE avec le gaz à effet de serre qui était embarqué amène à quand même quelques situations ubuesques. Je connais des immeubles qui seront véritablement classés en classe F, G, H, voire plus. Non, on l'appelle G+, il n'y a pas de H. On l'appelle G+. Mais le fait qu'il soit raccordé au chauffage urbain, miraculeusement, les fait remonter en classe E. Oui. Donc il y a un peu une espèce de... Enfin, je pense que là, du coup, l'étiquette gaz à effet de serre trompe un peu le client, parce qu'en attendant, le client qui est dans ce logement, qui est super mal isolé, il vit très mal l'été et très mal l'hiver. Et pourtant, il passe en chauffage urbain. Simplement parce que le mix du chauffage urbain, vous avez une partie qui est du bois, une partie qui est les déchets, une partie qui est du gaz. Vous avez un mix qui est différent de celui qu'il a dans son appartement. Et en ayant un mix meilleur sur la partie chauffage, il va avoir une amélioration de sa note. La réponse est oui, c'est vrai. Mais sachez qu'on avait fait, avec la méthode, on avait fait un essai sur un appartement. Je vais être très difficile, un appartement de 20 mètres carrés. Un avait un chauffage, l'autre on l'avait enlevé. C'était 2 studios l'un à côté de l'autre. Celui qui n'avait pas de chauffage du tout a eu une note F. Celui qui avait du chauffage a eu une note G+. Ça vous donne à peu près une idée.
Et oui, il n'y a pas de chauffage du tout, donc il n'y a pas de note. C'est pas je mets une note 0 parce que je n'ai pas l'information sur le chauffage. Le logement n'était pas équipé de chauffage. Oui, donc comme ça simplifie un peu les choses. Comment Est-ce que faire on peut pour prendre que ça d'autres marche? questions? Voilà. On a encore un petit peu de temps. Moi, je voudrais savoir s'il y a des diagnostiqueurs dans la salle, parce que ça m'intéresserait d'avoir quelqu'un qui fait des diagnostics concrètement sur le terrain. Est-ce que quelqu'un est diagnostiqueur? Vous êtes diagnostiqueur? Génial, pardon. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien? Vous avez un diagnostic à faire dans une maison ou un appartement. Est-ce que le locataire ou le propriétaire doit être là? Et est-ce que vous arrivez facilement ou pas à obtenir les informations dont vous avez besoin pour renseigner tous les champs? Non, on arrive très difficilement à avoir les informations. Pas par manque d'informations, c'est-à-dire qu'au préalable, on informe qu'on a besoin d'un certain nombre d'informations. Une bonne partie des cas passent au-delà de ces informations, ne nous écoutent pas, donc ne nous donnent pas les informations, récupèrent une note qui est mauvaise, commencent à Excusez-moi, s'énerver. c'est parce qu'ils n'ont pas l'info ou qu'ils ont la flemme d'aller chercher l'info? Alors, c'est un mélange de flemme et ils ne prennent pas conscience de l'importance de l'information. Ils n'ont pas compris que s'ils étaient F ou G, c'était la catastrophe. Non, ils n'ont pas compris que les informations qu'on leur demandait étaient très importantes pour optimiser leur note. C'est différent. C'est différent. Et donc, ils se retrouvent avec une mauvaise note, reviennent vers vous, vous hurlent dessus parce qu'ils ne comprennent pas, et on s'aperçoit que là, on retrouve des informations qu'on avait demandées dès le départ. Ah, donc il y a de l'agressivité aussi parfois. Le DPE, pour la profession, ça a été très compliqué parce que les gens ne comprennent pas, de temps en temps à juste titre, pourquoi, il y a déjà des différences de notes d'un diagnostiqueur à l'autre, et pourquoi, deux, alors qu'ils ont refait un appartement, la note est aussi mauvaise. En fait, ils confondent en fait ce qui a dicté aujourd'hui pendant très longtemps la valeur d'un appartement, c'était l'aménagement, l'embellissement, la situation. Aujourd'hui, ce qui dicte de manière exclusive la valeur d'un appartement, c'est ce qui ne sa se note voit pas. énergétique. C'est ce qui ne se voit pas après. Ouais, donc ils ont du mal à comprendre qu'un appartement qui a été refait puisse avoir une note mauvaise. Et alors vous, dans votre rôle de diagnostiqueur, vous avez le temps de faire de la pédagogie, d'expliquer le détail, ou alors il faut quand même aller vite et obtenir les infos? Nous, dans la partie diagnostic, on n'a pas forcément le temps, même si on essaie de le faire. Et comme on est thermicien aussi, on a un autre département qui justement prend le relais pour essayer d'apporter des solutions pour optimiser la performance du logement. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça comme une grande injustice, que leur logement soit mal noté et quotidien, c'est le quotidien. Et comment vous réagissez? On essaie de faire preuve de pédagogie, de leur expliquer, mais c'est vrai que les gens ont toujours l'impression d'en savoir plus que vous. Donc, vous avez beau leur expliquer qu'on est dépendant d'un moteur dont on ne connaît pas tous les coefficients, ça jette le trouble dans leur esprit. Oui, c'est pas vous qui avez créé l'algo et ça, ils ne comprennent pas. Pour eux, on est censé être sachant. Or, nous, on connaît effectivement la méthode, mais on ne connaît pas le moteur. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, parce que je trouvais que c'est ce qui manquait pour comprendre un peu le détail du DPE, du diagnostic et comment on l'obtient. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Alors, je sens que vous voulez ajouter quelque chose, oui, je le sens. Parce qu'on n'a pas parlé du parti tertiaire de l'immobilier. Vous m'avez parlé de l'immobilier. C'est bien rénover une question d'immobilier. On a la même chose sur l'immobilier tertiaire, puisqu'on a la mise en place d'un décret tertiaire spécifique avec des obligations de déclaration sur un site qui s'appelle Opérate et sur des travaux à réaliser sur des durées plus longue que pour l'immobilier d'habitation. Donc je voudrais simplement dire que oui, la partie rénovation énergétique existe pour le tertiaire, mais que la durée de réalisation est beaucoup plus longue. Et je trouve ça inadmissible d'avoir mis en place des obligations d'un côté sur du long terme et de l'autre côté sur du court terme pour le logement. Mais moi, un petit mot pour finir. Vous allez nous dire un truc, vous n'êtes pas content aussi on est agitateur d'idées et c'est normal, mais moi j'attends aussi que l'État nous montre l'exemple sur la rénovation de son parc. De son propre parc. Son propre parc, les hôpitaux, l'établissement militaire, les facultés. Voilà, vous savez sans doute que les cordonniers, M. Loïc Quentin, sont les plus mal chaussés. Absolument, voilà. Donc, mais on attend aussi cet exemple. En tout cas, merci de votre attention. C'est la fin de cette table ronde sur l'immobilier. Merci à Loïc Quentin, président de la FNAIM. Et merci à vous, président de l'UNIS. Merci.